Qu'est-ce qui pousse quelqu'un à assassiner plus de 600 filles innocentes? La réponse pourrait être la motivation la plus tordue de l'histoire de l'humanité. Vanité. Au XVIe siècle, en Hongrie, vivait l'une des plus puissantes aristocrates d'Europe. Elle était apparentée au roi, contrôlait de vastes domaines et commandait des centaines de serviteurs. Il avait tout ce que l'argent pouvait acheter, sauf ce qu'il désirait le plus, jeunesse éternelle. Il a donc décidé de le prendre par la force. Pendant plus de 2 décennies, cette femme a systématiquement torturé et assassiné des jeunes filles, convaincue que leur sang détenait le secret pour arrêter le temps lui-même. Ses serviteurs devinrent ses complices. Son château devint un abattoir. Et ses victimes devinrent les ingrédients du régime de beauté le plus horrible de l'histoire. Elle croyait pouvoir atteindre une beauté immortelle en se baignant dans le sang des vierges. Son nom était Lisabeth Báthory. Et elle a presque réussi à s'en tirer en devenant la tueuse en série la plus tordue d'Europe. Mais quel secret de famille a fait d'elle un monstre? Et pourquoi les autorités l'ont-elles protégée pendant des décennies alors que des centaines de filles mouraient? La vérité que vous êtes sur le point de découvrir ne concerne pas seulement un tueur. Elle concerne tout un système conçu pour protéger les monstres les plus riches du monde. Et je vous garantis que le rebondissement final de l'intrigue vous fera remettre en question tout ce que vous pensez savoir sur la justice. Père Miguel Torres, historicien du Vatican, 1611. Lorsque les premiers rapports sont arrivés de Hongrie, j'ai pensé qu'il s'agissait d'exagération. Personne ne pouvait être aussi monstrueux. Mais en découvrant les dossiers secrets, j'ai compris une chose terrifiante. Lisabeth Báthory n'était pas une anomalie. Elle était le produit inévitable d'un système qui protégeait les puissants, quel que soit le nombre d'innocents tués. Lisabeth Báthory est née dans un milieu privilégié en 1560, mais son enfance fut tout sauf normale. La famille Báthory était une famille royale hongroise à la réputation sinistre. Elle était connue pour sa cruauté, ses manigances politiques et son instabilité d'esprit. Plusieurs membres de la famille avaient déjà acquis la réputation d'être des dirigeants sadiques qui aimaient torturer leurs sujets. En fait, être horrible était une affaire de famille. La jeune Élisabeth a grandi dans un château, entourée à parts égales de luxe et de violence. Sa famille ne régnait pas seulement sur leurs terres, elle les terrorisait. Les exécutions publiques étaient un divertissement. La torture était synonyme de justice, et la cruauté était considérée comme une forme de force. Les Báthory ont porté la brutalité à un tout autre niveau. À l'âge de 11 ans, Élisabeth était fiancée à Ferenc Nadasdy, un commandant militaire hongrois connu sous le nom de Chevalier Noir. Mais c'est là que les choses deviennent inquiétantes. Même enfant, Élisabeth montrait déjà des signes de sa future brutalité. Il aurait observé les exécutions avec fascination, étudiant les visages des prisonniers mourants avec une intensité qui déstabilisait même les soldats les plus endurcis. Alors que d'autres enfants jouaient avec des poupées, Élisabeth prenait apparemment des notes mentales sur des façons créatives de provoquer de la souffrance. Son mariage avec Nadasdy en 1575 scella son destin. Il était souvent absent pour combattre dans les guerres ottomanes, laissant Élisabeth seule dans son château isolé, avec un pouvoir illimité sur des centaines de serviteurs et de paysans. Nadasdy lui-même était connu pour sa cruauté sur le champ de bataille. Il empalait ses ennemis capturés et les laissait mourir lentement. Certains historiens pensent qu'il a enseigné à Élisabeth de nouvelles techniques de torture lors de ses brèves visites chez elle. Quel couple romantique, n'est-ce pas? La plupart des jeunes mariés échangent des recettes. Ces deux-là échangèrent des méthodes pour infliger un maximum de douleur. Mais Élisabeth n'apprenait pas seulement de son mari. Elle innovait. Alors que la cruauté de Nadasdy était tactique, celle d'Élisabeth était personnelle. Il a commencé à expérimenter des méthodes de torture sur ses propres serviteurs, affirmant qu'il s'agissait de punitions pour des infractions mineures. Une assiette qui tombe peut entraîner des heures d'agonie. Une arrivée tardive peut être fatale. On parle de normes de travail impossibles. Ses serviteurs ne pouvaient ni s'échapper, ni la dénoncer. Ils étaient prisonniers d'un château, isolés, à des kilomètres de toute autorité, susceptible de se soucier de leur bien-être.
Élisabeth avait créé le laboratoire parfait pour le sadisme. Et ce n'était que le début. Mais que se passa-t-il lorsqu'il fut enfin libéré de toute surveillance? Le véritable cauchemar allait commencer. Flash forward, décembre 1601. Les soldats du roi prennent d'assaut le château de Shaktis. Des corps frais sont éparpillés un peu partout. Des instruments de torture encore couverts de sang. Dans les cachots, des filles encore vivantes, mais horriblement mutilées. Mais pour comprendre ce moment d'horreur, il faut revenir à 1604. La libération du monstre. À la mort de Ferenc Nadasdi en 1604, Élisabeth fut enfin libre de poursuivre ses pulsions les plus sombres sans surveillance. Elle avait 44 ans, était extrêmement riche et n'avait aucune surveillance. La véritable horreur était sur le point de commencer. Technique de prédiction. Les chroniqueurs de l'époque parlaient de la veuve qui transformait son chagrin en soif de sang. Ils ne réalisaient pas à quel point cette description était littérale. Le château de Shaktis est devenu la maison des horreurs d'Élisabeth. Mais ce qui se passait à l'intérieur de ces murs était si systématique et calculé que les tueurs en série modernes passeraient pour des amateurs. Élisabeth n'a pas tué au hasard. Elle avait un système de recrutement. Ses serviteurs se rendaient dans les villages environnants, promettant aux jeunes paysannes pauvres des emplois de servantes au château. Un bon salaire, des lits chauds et des repas réguliers étaient des luxes rares pour les familles pauvres. Les parents, vraiment-ils, étaient reconnaissants aux recruteurs d'Élisabeth pour avoir donné de telles opportunités à ses filles. Ces filles n'avaient aucune idée qu'elles se dirigeaient vers un piège mortel. Flashback. Le premier rituel de sang. Le rituel du sang a commencé petit. Élisabeth remarqua que lorsqu'elle frappait une servante et faisait couler du sang, la peau touchée par le sang semblait plus douce. Que cela soit réel ou imaginaire n'avait aucune importance. Élisabeth est devenue obsédée par l'idée que le sang jeune pourrait lui redonner sa jeunesse. Il a commencé à le collecter dans des baignoires, convaincu d'avoir découvert la fontaine de jouvence. Crochet de rappel à elle. Vous vous souvenez quand j'ai dit qu'il s'en était presque tiré? Son système de protection était si parfait qu'il a commis des meurtres pendant 20 ans sans conséquence. L'usine à meurtre. Une fois à l'intérieur des murs du château, il n'y avait plus d'échappatoire. Le château se dressait sur une colline isolée, entouré de forêts denses et de gardes fidèles. Même si quelqu'un réussissait à s'échapper, où pourrait-il aller? Élisabeth contrôlait tout à des kilomètres à la ronde. La chambre de torture était le chef-d'œuvre de cruauté d'Élisabeth. Il l'avait spécialement conçue avec des dispositifs qui maximiseraient la douleur, tout en gardant les victimes en vie le plus longtemps possible. Innovation diabolique. Élisabeth a inventé ses propres méthodes. Il forçait les filles à rester nues dans la neige jusqu'à ce qu'elles gèlent, puis versait de l'eau bouillante sur leur corps pour regarder leur peau se décoller. Élisabeth était méthodique. Elle tenait des registres détaillés de ses victimes, notant leur âge, leur origine et les méthodes de torture les plus efficaces. J'étudiais la douleur comme d'autres universitaires étudiaient les mathématiques. Présage du Siniestro. Son cercle intime de serviteurs devint complice. Ils aidèrent Élisabeth à torturer et à tuer, soit par peur, soit par plaisir sincère de la cruauté. La transformation graduelle. La transformation de la torture occasionnelle en prélèvement sanguin systématique s'est faite progressivement. Élisabeth s'examinait obsessionnellement dans les miroirs, à la recherche de nouvelles rides ou de cheveux gris. Chaque signe de vieillissement la mettait dans une colère violente. Elle a commencé à synchroniser ses séances de torture avec ses routines de beauté, convaincue que du sang plus frais serait plus efficace. Sa méthode était terriblement précise. Les victimes seraient suspendues la tête en bas et vidées comme du bétail. Élisabeth se baignait immédiatement dans le sang chaud, croyant que la chaleur renforçait ses propriétés de préservation de la jeunesse. Il avait même fait installer des baignoires spéciales dans ses chambres, conçues spécifiquement pour ces rituels sanglants. Flash forward à nouveau. 1908. Élisabeth examine son reflet. A-t-elle l'air plus jeune? Ses miroirs spécialement conçus et ses serviteurs, habitués à vanter sans cesse sa jeunesse, créent une atmosphère de délire. Mais
Je progresse. Le système d'élimination parfait. Les corps étaient enterrés sur le terrain du château, jetés dans les rivières voisines ou simplement abandonnés dans la forêt environnante pour les loups. Élisabeth traitait les restes humains comme des déchets ménagers. Certaines estimations suggèrent que plus de 600 filles sont mortes au château de Chactis, mais le nombre réel ne sera jamais connu, car Élisabeth était très efficace pour faire disparaître les gens. Mais comment a-t-elle réussi à maintenir ce système pendant des décennies sans se faire prendre? Son système de protection était un chef-d'œuvre de corruption. Docteur Alexandra Mendoza, criminologue judiciaire spécialisée dans les hacks, tueurs en série historiques, Université de Madrid. Ce qui rend Elisabeth Báthory unique parmi les tueurs en série, ce n'est pas seulement le nombre de victimes, mais la sophistication de son opération. Elle disposait d'une logistique, d'un recrutement, d'une élimination des preuves et surtout d'une protection institutionnelle. Elle était comme un syndicat du crime. La connaissance interne qui change tout. Pendant plus de 2 décennies, Elisabeth Báthory a assassiné des centaines de filles et presque personne n'a essayé de l'arrêter. Ce n'était pas faute d'être au courant, mais parce qu'ils avaient bâti un système de protection parfait, utilisant la richesse, le pouvoir et la peur. Professeur Carlos Vázquez, historien spécialisé dans la noblesse européenne, Université de Barcelone. La première ligne de défense d'Élisabeth résidait dans son statut social. Elle était apparentée au roi de Pologne, liée à la royauté hongroise et contrôlait de vastes territoires. Dans l'Europe du XVIe siècle, la noblesse pouvait commettre un meurtre en toute impunité. Les paysans n'avaient aucun droit légal et leur mort était considérée, au pire, comme un dommage matériel. Certaines choses ne changent jamais, apparemment. Documents secrets déclassifiés. Les archives du Vatican, ouvertes en 1981, ont révélé les lettres de protection de Báthory. 47 documents attestant de paiements réguliers à des fonctionnaires locaux, des juges et des responsables de l'Église. Élisabeth s'était ainsi pratiquement procuré l'immunité. Les fonctionnaires locaux ont été soudoyés ou terrorisés pour les réduire au silence. Élisabeth payait régulièrement des pots de vin aux shérifs, aux juges et aux dirigeants de l'Église. Ceux qui ne pouvaient pas être achetés étaient intimidés par des menaces ou des accidents mystérieux. Plusieurs chercheurs qui sont trop approchés de la vérité ont tout simplement disparu. Et tout le monde a compris le message. Père Antonio Rodriguez, chercheur aux archives du Vatican. L'Église catholique a joué un rôle crucial dans la dissimulation. Élisabeth a fait des dons massifs aux paroisses et monastères locaux, achetant ainsi une protection religieuse. Les prêtres ont refusé d'enquêter sur les informations concernant le château, affirmant que la volonté de Dieu était de respecter l'autorité noble. Certains ont même béni les activités d'Élisabeth, convaincus par ses généreuses contributions qu'elle était une chrétienne fervente. Témoignage exclusif. Anna d'Arvoulia, servante survivante, 1611. La comtesse nous a dit que les jeunes filles mortes étaient des pécheresses, que Dieu voulait qu'elles soient punies. Elle nous a fait croire que nous accomplissions une œuvre sacrée. Ce n'est que plus tard que nous avons compris que nous faisions partie d'une organisation démoniaque. Docteur Patricia Morales, psychologue judiciaire, Université du Mexique, les serviteurs d'Élisabeth devinrent des complices malgré eux, par un mélange de terreur et de récompense. Ceux qui participaient au meurtre bénéficiaient de privilèges et d'une protection particulière. Ceux qui manifestaient de la réticence risquaient la torture ou la mort. Élisabeth a créé un système de loyauté dans lequel rester silencieux signifiait survivre et parler signifiait rejoindre le nombre de morts. Révélation explosive. Les registres bancaires des Habsbourg, découverts en 2019, montrent qu'Élisabeth avait prêté plus de 2 millions de forains hongrois au gouvernement royal, achetant ainsi une protection directe de la couronne. Le réseau d'élimination. Le réseau d'élimination s'étendait bien au-delà des murs du château. Élisabeth avait des accords avec des fossoyeurs locaux, des conducteurs de chariots et même certains chefs de village pour l'aider à cacher des preuves. Les corps ont été dispersés à plusieurs endroits, ce qui rend impossible toute estimation du nombre réel de morts.
Certains ont été enterrés dans un sol consacré en utilisant de faux documents d'église. Dr Miguel Torres, expert en corruption médiévale, Université de Salamanque. Les liens familiaux constituaient un bouclier ultime. Le cousin d'Élisabeth était le cardinal András Báthory, l'une des figures religieuses les plus influentes de Hongrie. Son neveu occupait d'importantes fonctions gouvernementales. Lorsque des rumeurs parvenaient aux hauts fonctionnaires, elles étaient rapidement étouffées par l'influence familiale. Le nom de Báthory pesait plus que des centaines, de vies paysannes. Mais le système de protection d'Élisabeth avait une faiblesse fatale. Elle est devenue trop confiante. Au fil des années, il a commencé à cibler les filles issues de familles de petite noblesse, et pas seulement les paysannes. Ces familles avaient des relations, un statut juridique et des ressources pour exiger des enquêtes. Lorsque les filles aristocratiques commencèrent à disparaître, même la richesse et le statut d'Élisabeth ne purent faire taire l'indignation croissante. Vous vous souvenez du crochet? Une femme qui a assassiné 600 filles par vanité. Vous allez enfin comprendre comment le système l'a protégée et pourquoi il a finalement échoué. Voici le rappel à la protection de la famille. Ces familles aristocratiques ne pouvaient pas être réduites au silence par des pots de vin ou des menaces. Ils avaient accès au roi Mathias lui-même. L'enquête a commencé discrètement. Le roi Mathias ordonna à György Thurzó, cousin d'Élisabeth et palatin de Hongrie, d'enquêter sur ces rumeurs. Ironie, dévastatrice. C'était censé être une autre dissimulation, mais Thurzó a découvert quelque chose qui l'a choqué lui-même. Les preuves étaient accablantes, indéniables et absolument horribles. Retour sur la méthodologie systématique. Élisabeth ne buvait pas seulement le sang de victimes particulièrement jeunes, croyant que cela fonctionnerait également à partir de son corps. Il a mélangé du sang avec du vin et l'a consommé comme une communion tordue. Certains récits le suggèrent qu'il aurait même fait préparer des boudins au sang par son cuisinier, transformant ainsi le cannibalisme en cuisine. Rappel à l'obsession. De la jeunesse. L'aspect psychologique était aussi perturbant que l'aspect physique. Élisabeth croyait sincèrement qu'elle rajeunissait. Ces miroirs ont été spécialement conçus pour flatter son apparence et ses serviteurs ont été formés pour constamment louer son apparence jeune. Il avait créé une chambre d'écho de délire où ses crimes horribles semblaient justifiés par des résultats imaginaires. Aimez l'Instagram d'aujourd'hui. L'obsession de la virginité. Les croyances de la société médiévale sur la virginité faisèrent des jeunes filles des cibles parfaites. Le sang vierge était considéré comme le plus pur et le plus puissant. Élisabeth ciblait spécifiquement les filles âgées de 12 à 18 ans, croyant que leur sang contenait la force vitale la plus puissante. Plus la victime était jeune, plus les effets anti-âge qu'elle imaginait seraient puissants. Révélation glaquante. Ce qui rend la situation encore plus effrayante, c'est qu'Élisabeth n'était pas la seule à croire en ces choses. Plusieurs autres nobles européens de l'époque pratiquaient des rituels sanglants similaires, mais aucun ne les poussait à de tels extrêmes. On n'apprend pas cela dans les cours d'histoire, mais Élisabeth Báthory a essentiellement créé le modèle de toutes les légendes de vampires qui ont suivi. Son obsession pour le sang, la jeunesse et l'immortalité est devenue le fondement de siècles d'histoires d'horreur. Moment de suspense maximum. Décembre 1610. Thurzó et ses soldats arrivèrent au château de Cháktis sans prévenir. Ce qu'ils ont trouvé à l'intérieur défiait l'imagination. Des corps frais étaient éparpillés dans tout le château. Les instruments de torture étaient encore couverts de sang. Les murs étaient tachés par des décennies de carnage. Dans les cachots, ils découvrirent des filles encore vivantes, mais horriblement mutilées, s'accrochant à peine à la vie. Témoignage d'un survivant. Les témoignages des survivants et des témoins ont brossé un tableau d'horreur systématique. Anna Edviga, l'une des rares survivantes, a décrit comment Élisabeth mordait des morceaux de chair sur le visage et les épaules des filles. Mais c'est ici que la politique a triomphe de la justice. Êtes-vous prêts à découvrir pourquoi? Le tueur le plus prolifique de l'histoire n'a jamais fait face à une vraie justice? La vérité que personne ne vous a dit. Élisabeth avait trop de relations pour être exécutée publiquement.
Un procès révélerait la corruption qui l'a protégée pendant des décennies, impliquant des responsables de l'Église, des autorités locales et même des membres de la famille royale. La monarchie des Habsbourg ne pouvait pas se permettre ce genre de scandale. La solution était élégante et cruelle. Les serviteurs d'Élisabeth furent exécutés publiquement, torturés et brûlés vifs pour satisfaire l'indignation publique. Mais Élisabeth elle-même n'a jamais été jugée. Au lieu de cela, elle a été condamnée à la prison à vie dans son propre château, emmurée vivante dans une petite pièce avec seulement des fentes pour la nourriture et l'air. Élisabeth Báthory a passé ses 4 dernières années dans un isolement complet, devenant progressivement folle dans sa prison de pierre. Elle meurt en 1614, seule et oubliée. Mais même dans la mort, il a évité la justice publique que ses victimes méritent. Voici le rebond de l'intrigue qui redéfinit tout. Des dossiers secrets déclassifiés en 2003 ont révélé quelque chose que les historiens cachaient depuis 400 ans. Élisabeth Báthory n'était pas la seule. Les documents du Vatican montrent qu'il y avait un réseau complet de nobles européens pratiquant des rituels sanglants similaires au XVIe siècle. La Société du sang éternel, un culte secret d'aristocrates obsédés par l'immortalité. Élisabeth n'était pas une psychopathe solitaire. Elle était membre d'une organisation qui comprenait le duc de Lorraine, France, comte Wallenstein, Bohême, la comtesse de Cagliostro, Italie, au moins 12 autres nobles de toute l'Europe. Mais voici le rebond final de l'intrigue, la vérité qui change tout. Élisabeth Báthory n'a pas été arrêtée pour ses crimes. Elle a été arrêtée par ses propres complices parce qu'elle menaçait de dénoncer l'ensemble du réseau. Des documents secrets montrent qu'Élisabeth avait commencé à documenter les activités des autres membres, créant ainsi un dossier de chantage. Lorsque ses partenaires l'ont découvert, ils ont orchestré sa chute. György Thurzó n'était pas un chercheur honnête. Il faisait partie d'une conspiration. Le raid du château était une opération de couverture. Les preuves les plus compromettantes ont été détruites avant l'arrivée des soldats du roi. Élisabeth a été réduite au silence, mais non punie. La vérité la plus troublante. Le réseau n'a jamais été démantelé. Elle est juste devenue plus prudente. Les rituels sanglants se sont poursuivis en secret dans toute l'Europe pendant encore 200 ans. Et certains chercheurs modernes suggèrent qu'ils n'ont jamais vraiment pris fin. L'insulte finale. Sa famille a conservé la plupart de ses richesses et de ses biens. Le nom de Báthory a survécu, alors que les noms de ses centaines de victimes ont été perdus dans l'histoire. La comtesse sanglante est devenue le modèle de toutes les légendes de vampires qui ont suivi, inspirant des siècles d'histoires d'horreur sur des aristocrates qui se nourrissaient de sang humain pour maintenir la jeunesse éternelle. Mais au-delà des monstres fictifs qu'elle a inspirés, le véritable héritage d'Élisabeth est de bien plus dérangeant. Il a prouvé que la richesse et le pouvoir peuvent protéger presque tout le monde de presque tout. Pendant plus de 2 décennies, des centaines de filles ont connu une mort horrible, tandis que les autorités fermaient les yeux. Et les systèmes qui ont permis ces crimes n'ont pratiquement pas changé après sa mort. L'aspect le plus glaciant de l'histoire d'Élisabeth Báthory n'est pas les bains de sang ni les chambres de torture. C'est à quel point elle semblait normale à tout le monde autour d'elle. La prochaine fois que vous entendrez parler de personnes puissantes qui échappent aux conséquences de leurs crimes, pensez à Élisabeth Báthory. Certaines choses n'ont pas changé autant que nous aimerions le penser. L'histoire a tendance à se répéter, surtout lorsque nous oublions ses leçons les plus sombres. Quels autres monstres historiques se cachent à la vue de tous? Abonnez-vous pour découvrir les vérités choquantes que des personnes puissantes ont tenté d'enterrer à jamais. Et si vous êtes fasciné par la façon dont les monstres les plus riches de l'histoire ont construit des systèmes de protection, parfait, j'ai quelque chose de spécial pour vous. J'ai créé un e-book complet, Les secrets les plus sombres de la noblesse européenne, où je révèle exactement comment Élisabeth et d'autres comme elle ont utilisé la richesse, les relations familiales et la corruption institutionnelle pour s'en tirer littéralement avec un meurtre.
Lien dans le commentaire épinglé. Car comprendre le fonctionnement de ces systèmes de protection n'est pas seulement une question d'histoire fascinante. C'est la clé pour reconnaître quand ils sont utilisés aujourd'hui. Prochain épisode. Le pape qui a empoisonné sa propre famille. Les crimes secrets d'Alexandre VI. Je vous garantis qu'après avoir vu cela, vous ne regarderez plus jamais le Vatican de la même manière. Commentez et partagez. Connaissiez-vous le réseau secret de nobles, pratiquant des rituels sanglants? Quelle autre conspiration historique souhaiteriez-vous que je dévoile? La version officielle est pleine de mensonges, destinés à protéger les puissants. Mon travail est de révéler ce qui s'est réellement passé.